Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre à Saint-Mexin, en Gironde, au sud-est de Bordeaux, pour rencontrer Damien Berlureau, conseiller truffier. Et oui, à l'approche de Noël, je me suis dit que ça pourrait être cool de consacrer un épisode à un mets de choix, la truffe. Et c'est sans regret parce qu'en fait, le sujet est vraiment passionnant. Vous le saviez peut-être, mais moi je l'ai découvert en préparant l'épisode, ce champignon pousse en épousant les racines des chênes ou des noisetiers principalement. L'arbre et la truffe vivent en symbiose, le champignon se nourrit des sucres de l'arbre et l'arbre se sert du champignon pour aller chercher les minéraux dans le sol. Cultiver la truffe, c'est donc avant tout cultiver les arbres. Et c'est là qu'intervient Damien et son entreprise AgriTruffe. En partenariat avec l'INRAE, il fait pousser des plants d'arbres truffiers, c'est-à-dire des plants qui auront toutes les chances de produire des truffes à leurs racines. Après des études et une expérience dans le vin, Damien s'est lancé à corps perdu dans la truffe en 2008 en rachetant AgriTruffe. Il est aujourd'hui conseiller truffier en France et à l'international. Vous le verrez, Damien est passionné par son métier et nous permet de décrypter les enjeux autour de ce champignon si prisé. Cette culture est d'autant plus passionnante qu'elle reste très mystérieuse. On maîtrise mal les étapes et les conditions de développement de la truffe. Sa production est donc instable, variant du simple au double en fonction des conditions climatiques. Finalement, vous le verrez, cultiver la truffe, c'est se prêter au jeu de la chasse au trésor à la recherche du diamant noir. Mais je vous laisse en compagnie de Damien pour qu'il vous raconte tout ça. Bonne écoute! Bonjour Damien. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir sur votre exploitation, on peut dire, ou votre pépinière, vous nous direz. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? Donc bonjour, je m'appelle Damien Berlureau et ici vous êtes au sein de la société AgriTruffe et notre métier c'est de marier un arbre à un champignon pour produire une mycorhize. Et cette mycorhize est faite pour donner des truffes une fois que les gens auront planté les arbres. C'est en partie grâce à vous qu'on mange de la truffe. On en rediscutera parce que vous allez nous expliquer tout ça parce qu'en préparant le sujet, j'ai appris vraiment plein de choses. C'était super intéressant. Ça a été quoi le déclic pour vous de vous lancer dans la truffe ? Alors c'est le hasard, hein. Souvent c'est le hasard qui fait les choses. Moi j'ai une formation dans le vin, un BTS Vitiono et la fac d'œnologie. J'ai travaillé dans le vin pendant une quinzaine d'années. Et puis je cherchais à travailler pour moi et cette société était à vendre. Ça m'a passionné la truffe, hein. Je reste quelqu'un d'assez gourmand et ça reste très proche du milieu du vin. Il y a plein de choses qui sont en cohérence entre le vin et la truffe en parallèle. J'allais vous demander, c'est quoi le lien, comment on peut, le fait d'avoir fait des études dans le vin, ça vous aide à à produire des plants truffiers ? Alors si j'ai fait des études dans le vin, c'est parce que j'aime l'agriculture et j'aime ce qui est bon. Et donc c'est assez facile de passer à la truffe, d'autant que je me suis aperçu avec le temps que finalement les terroirs sont très proches, hein. Alors tous les grands terroirs de vin ne sont pas des grands terroirs de truffe, mais partout où il y a du calcaire, par exemple Saint-Émilion, le sud-est de la France avec Châteauneuf-du-Pape, on va avoir de très grands terroirs pour la truffe et de très grands terroirs pour le vin. Donc il y a une notion terroir qui est assez proche, on a aussi ça dans le Val-de-Loire. Et ensuite, la façon dont aujourd'hui on va travailler les truffières, parce qu'aujourd'hui la truffe se cultive et pour la cultiver, on taille les arbres, on essaye de réduire la vigueur des arbres, on essaye de maintenir un équilibre et le métier d'équilibriste, c'est un peu le métier de viticulteur et de trufficulteur. Vous m'avez expliqué aussi que le déclin du vin à un moment a correspondu avec l'essor de la truffe, ils sont aussi liés à ce niveau-là. Ah oui, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres et il y a une maladie qui a détruit le vignoble français. La France était un vignoble au 19e siècle, il y avait des vignes partout, même au sud de Paris. Et il y a un petit insecte américain ramené par des Français qui s'appelle le phylloxéra qui a détruit le vignoble français en une trentaine d'années très très rapidement, c'était vraiment terrible. Et la truffe, c'est un champignon des jeunes forêts. Donc par exemple dans le Périgord, il y a 2000 hectares de vignes détruites en 15 ans. Et donc ensuite derrière ce sont de jeunes arbres qui ont poussé. Et avec ces jeunes arbres est venue la truffe. Et les hommes se sont mis à cultiver de plus en plus les truffes pour qu'à la fin du 19e, début du 20e siècle, on ait une production de truffes en France qui était vraiment colossale. Très bien. Et là, vous pouvez je pense que les auditeurs entendent un peu la pluie. Vous pouvez nous dire où c'est qu'on se trouve ? Oui, alors si on est dans une serre justement, on va présenter l'arbre et le champignon. Pour que ce mariage se passe bien, il faut qu'on protège les arbres. Il faut qu'on les mette dans une sorte de paradis pour que l'un et l'autre se marient. C'est une sorte de nirvana. Donc il faut maintenir des conditions d'humidité et de température
pour que l'arbre et le champignon se marient. Donc on protège, c'est un écrin, la serre, qui va protéger l'arbre et le champignon pour que le mariage se réalise. Ouais, donc du coup là on est au milieu de jeunes plants, essentiellement de chênes, mais aussi de noisetiers et de pins, vous m'avez dit. Et là qu'on comprenne ce que vous dites, en fait la truffe ne peut exister que si elle se marie à la racine d'un arbre. Ça c'est quand même incroyable. Enfin, moi je l'ai découvert comme ça, mais s'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de truffe. Oui, c'est vraiment un couple. Hein. Nous, ce qu'on vend, donc les mycorhizes, c'est vraiment un couple entre l'arbre et le champignon. Et les arbres, pour vivre, sont obligés d'avoir des champignons. La quasi-totalité des arbres vivent avec des champignons sur leurs racines. Nous, êtres humains, on vit avec des bactéries dans notre système digestif. Et c'est obligatoire. Sans elles, on meurt. Et sans les champignons sur leurs racines, les arbres meurent. Et un de ces champignons, quand il y a beaucoup de calcaire dans le sol, qui vit avec les arbres, c'est le champignon de la truffe. Et donc vous, votre métier, vous êtes à la base de la base, c'est de faire en fait ces arbres, de produire des arbres qui ont un maximum de chances d'avoir des truffes au bout des racines en gros. Oui, nous vraiment, on marie l'arbre et le champignon et il faut qu'on mette le maximum de champignons sur les racines des arbres. Alors ce maximum d'ailleurs, il ne faut pas qu'il soit trop élevé non plus, ce n'est pas le maximum, c'est la bonne quantité parce que ce champignon, il se met sur l'arbre pour lui prendre du sucre, mais il lui permet d'en produire plus. Mais s'il lui en prend trop du sucre, il peut aller jusqu'à le tuer. Ce champignon, pour se nourrir, il rentre dans le système racinaire, il rentre dans l'arbre, il lui vole du sucre dans la sève élaborée, mais comme il va étendre la capacité d'absorption dans les sols de l'arbre, parce qu'il envoie des filaments qui vont explorer le sol, et ces filaments vont récupérer l'eau et les éléments minéraux dans le sol. C'est d'ailleurs pour ça qu'autour des arbres truffiers, on a ce qu'on appelle un brûlé. Donc, il n'y a quasiment pas d'herbes et de végétaux qui poussent autour d'un arbre truffier quand il est bien mycorhizé, parce que ce champignon permet à l'arbre de prendre la quasi-totalité de l'eau et des éléments minéraux, et donc les autres végétaux ne peuvent pas pousser. Ouais, vous nous avez montré des photos, c'est impressionnant, c'est brûlé quoi. Autour de l'arbre, il y a un rond où il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien. Alors on appelait ça le rond de sorcière, les gens pensaient que c'était la foudre qui faisait venir la truffe, mais en fait aujourd'hui on sait que c'est ce champignon. Alors on ne pense pas qu'il y ait d'herbicide qui soit bien, ça serait l'herbicide parfait, parce que ça serait un herbicide totalement bio. On pense que c'est vraiment le champignon qui va mobiliser la totalité de l'eau et des éléments minéraux pour l'arbre et donc empêcher les autres végétaux de pousser. Et ici, on a quoi? Je les ai un petit peu cités, mais on a quoi comme typologie d'arbres? Est-ce qu'il y en a qui sont plus enclins à produire de la truffe que d'autres? Alors là, autrefois, il y avait surtout le chêne blanc qui produisait la truffe, hein, le Quercus pubescens. Donc c'est le chêne classique que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on va travailler avec le chêne vert, Quercus ilex, qui est un chêne qui est plutôt méditerranéen, même si on en retrouve jusqu'en Bretagne de façon naturelle. Mais c'est un arbre qui est très résistant à la sécheresse. Qui a des feuilles qui sont très épaisses, avec une cuticule très épaisse, qui sont très résistants aux maladies. Donc c'est un arbre qui demande peu d'eau, beaucoup moins de soins, et c'est un arbre qui aujourd'hui se développe énormément. Avec le changement climatique, cet arbre qui était réservé plutôt à une bande qui va de Brest à Lyon, au sud de cette ligne, aujourd'hui, elle remonte vers le nord et on plante de ces arbres facilement autour de Bourges et aujourd'hui même à Verdun ou en Alsace. Dans le nord. Bon, mais très bien, je vous propose qu'on aille poursuivre la discussion dans votre bureau parce que j'ai peur qu'il se remette à pleuvoir et quand il pleut sur les serres, ça pleut fort. Et puis comme ça, on parlera de la truffe en elle-même, de sa saisonnalité, du travail qu'elle demande et puis aussi de toute l'économie qu'il y a autour parce que c'est pas le produit le plus accessible de France financièrement, donc ça sera l'occasion de comprendre pourquoi. Allons-y. À tout de suite. Bon, alors nous voilà dans votre bureau. Qu'on comprenne bien, la truffe, comment vous la définiriez? C'est un champignon? Alors la truffe, c'est un champignon, mais ce que l'on mange, c'est le fruit du champignon. Donc la truffe noire que vous achetez au marché, en fait, c'est le fruit du champignon, mais tout comme le cèpe, tout comme la girole. Et en fait, dans les champignons, souvent, le fruit se voit mieux et plus perceptible que l'être. L'être, c'est du mycélium, c'est des filaments mycéliens. Et pour se reproduire, les champignons, ils ont deux voies. Une voie qu'on appelle végétative, ils mettent une cellule après l'autre et ils grandissent et ils peuvent vivre comme ça. Et quand ils ont un stress climatique, souvent, ils ont une reproduction sexuée. C'est un être mâle et un être femelle, même si c'est un peu plus complexe que ça, qui se mettent ensemble pour faire un troisième être qui est le fruit, qui est leur bébé, si vous voulez. Et cet être, c'est ce que l'on mange, que ce soit la truffe,
Le champignon, c'est en fait deux filaments mycéliens qui se marient ensemble et qui donnent un fruit. Quand on mange les champignons de Paris, les cèpes et compagnie, c'est vraiment, c'est pas l'être en lui-même, c'est le résultat de la reproduction de deux êtres champignons ensemble, en gros. C'est le fruit, c'est vraiment le fruit. C'est comme quand vous mangez une pomme, sauf que le pommier est plus visible que la pomme, alors que pour les champignons, le fruit est plus visible que l'être. Ah ok. Et est-ce qu'il existe plusieurs variétés de truffes ? Oui, alors il y en a beaucoup, hein, il y en a plusieurs centaines, mais il n'y en a que quelques-unes qui se cultivent et qui sont intéressantes gustativement. Ok, c'est lesquelles ? Alors, la principale, c'est la truffe noire dite du Périgord, Tuber melanosporum, qui est une truffe en fait qui pousse aussi bien dans le sud-est que dans le sud-ouest de la France et de plus en plus dans le nord. Hein. On en a beaucoup en Touraine, on en a beaucoup dans la région de Bourges aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle pousse même en Bourgogne, même s'il y a une deuxième truffe qui s'appelle la truffe de Bourgogne, Tuber aestivum, variété incinatum. Dite truffe de Bourgogne, qui est un peu moins puissante au nez, mais qui est très fine en goût, une truffe très intéressante. Mais aujourd'hui, avec le changement climatique, la truffe dite du Périgord, qui poussait dans le sud de la France, a tendance à remonter vers le nord. Et alors justement, c'est quoi les conditions idéales pour son développement à la truffe ? Qu'est-ce qu'il lui faut une fois qu'on a... Donc si je résume, vous produisez l'arbre truffier, on en reparlera un petit peu quand même, parce qu'on travaille en partenariat avec l'INRAE, etc. C'est très contrôlé, mais vous produisez cet arbre truffier. Vous le vendez à des clients agriculteurs qui le plantent. Et ensuite, qu'est-ce qui fait que la truffe, une fois que l'arbre truffier va être planté, elle va avoir des conditions idéales pour se développer ? Alors la première chose, c'est le sol. Hein. C'est une question de terroir, la truffe. Un peu comme le vin, le sol est fondamental. La première chose, c'est le calcaire. Il faut du calcium dans le sol, c'est très important. S'il n'y a pas de calcium dans le sol, le champignon de la truffe ne va pas rester marié avec l'arbre. Ensuite, il faut des sols qui ne soient pas trop lourds. Vous imaginez bien que pour ramasser un fruit qui peut faire jusqu'à 1 kg dans le sol, qui est assez souple quand même, si le sol est très dur, s'il est complètement argileux, si c'est un sol par exemple pour faire des tuiles, ce n'est pas un bon sol pour la truffe. Pour avoir de la truffe, il faut un sol souple, il faut un sol calcaire, ça c'est extrêmement important. Ensuite, il va falloir un petit peu d'eau à certains moments. Très peu d'eau pour faire de la truffe. C'est un champignon qui est aussi se développe beaucoup en Méditerranée. Le Var, par exemple, a été au début du XXe siècle le premier département producteur de truffes. Donc c'est un champignon qui n'a pas besoin de beaucoup d'eau, mais il a besoin d'eau à certains moments. Les orages, par exemple, du 14 juillet et du 15 août étaient des orages qui étaient très importants et aujourd'hui sont beaucoup plus erratiques, donc on a besoin d'amener un petit peu d'eau. Donc la qualité du sol, un petit peu d'eau. Ensuite, il faut que le champignon soit réellement présent sur l'arbre. C'est pour ça qu'on fait des arbres truffiers qui sont contrôlés. Et ensuite, il va falloir des hommes, parce que dans la notion de terroir, il ne faut jamais oublier qu'il y a l'homme. Et son savoir-faire. Oui, l'homme est partie intégrante du terroir. Tous les paysages qui sont autour de nous ont été façonnés par l'homme au cours des plusieurs dizaines de milliers d'années depuis que l'homme fait de l'agriculture. Et du coup, justement, cet homme, donc le trufficulteur, là en l'occurrence, c'est quoi sa saisonnalité quand il travaille avec des arbres fruitiers ? Quelles actions il doit mener tout au long de l'année pour, in fine, trouver ce qu'on appelle, j'ai vu, le diamant noir ? Alors, pour trouver le diamant noir, fut un temps, on ne faisait pas grand-chose parce qu'on laissait la nature faire. Fin du 19e et au cours du 18e siècle, on ne faisait pas grand-chose, mais aujourd'hui, on travaille les truffières. Et d'ailleurs, on a retrouvé, les gens de l'INRA nous ont passé un petit film qu'on retrouve facilement à l'INA, et où on voit des truffières du début du XXe siècle qui sont déjà travaillées. Donc qu'est-ce que c'est que ce travail ? Il y a un peu de travail de sol pour maintenir le sol souple, puisque je vous ai dit il faut un sol très souple, il faut un sol frais. Il va y avoir de la taille des arbres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il passe sur le sol et qu'il le retourne de temps en temps ? Alors on ne le retourne pas, on fait plutôt un travail d'aération. Okay. Ce n'est pas un travail de labour, c'est plutôt vraiment un travail d'aération. Donc on va utiliser plutôt des outils à dents, des outils qui sont assez peu agressifs pour le sol, et on va essayer de maintenir les sols souples. Si naturellement les sols sont très souples, comme dans la Drôme des collines où il y a beaucoup de sable calcaire et beaucoup de truffes, là il y aura très peu d'intervention sur le sol, puisque le sol est souple naturellement, c'est du sable. Alors il faut tailler les arbres, parce que la truffe du Périgord, c'est un champignon qui vit dans les forêts jeunes. Donc le trufficulteur, son métier, c'est de maintenir l'arbre jeune, la forêt jeune. Ça veut dire quoi une forêt jeune ? C'est notamment une forêt où vous avez la lumière qui rentre, qui va jusqu'au pied de l'arbre. Quand vous avez la canopée qui s'est formée, vous n'avez plus de lumière sur le sol direct et vous avez beaucoup de matière organique sur le sol. Et ça, ce n'est pas l'habitat naturel de la truffe du Périgord. La truffe du Périgord, la truffe noire, qu'on trouve aussi bien sûr dans le sud-est, elle pousse dans une forêt qui est jeune,
où le soleil rentre et où il y a peu de matière organique au sol, même s'il en faut. Et il faut, vous nous avez dit, de l'eau à Et un certains petit peu moments d'eau. de l'année. Voilà, il faut un petit peu d'eau et malheureusement, la pluviométrie est de plus en plus erratique. On a eu un tout petit peu d'eau cette année, par exemple pendant l'été, mais il est tombé des quantités d'eau astronomiques dans le sud-ouest de la France depuis le 15 octobre. Et donc, ça pose des problèmes. Donc, il faut gérer aussi l'eau. Ce qui fait que, est-ce que les trufficulteurs sont obligés de réfléchir à des installations pour irriguer pendant les mois de sécheresse ? Oui, alors ils sont obligés d'y penser, sauf si on fait de la culture de loisir de la truffe, où là on n'est pas obligé d'y penser, mais un agriculteur doit y penser, sachant que c'est une agriculture irriguée où on irrigue très peu. Déjà, on n'est pas obligé d'irriguer la totalité de la surface du champ, on peut irriguer que sous les arbres. Donc ça correspond entre un tiers et la moitié de la surface totale. Et ensuite, il va falloir apporter peu d'eau. C'est beaucoup moins d'irrigation que par exemple pour des noisetiers et du maïs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut penser à la gestion de l'eau. Et ensuite, la récolte, est-ce qu'il y a un pic saisonnier de récolte de la truffe ou est-ce que le trufficulteur, il en trouve toute l'année ? Comment ça se passe ? Alors, on va rester sur la truffe noire. Alors, la truffe noire, elle commence à être vendue à cette époque de l'année. Grosso modo, on commence à les trouver vers le 15 novembre, mais les marchés commencent autour du 1er décembre. Et c'est une truffe que l'on va ramasser sur les mois de décembre, janvier, février, un tout petit peu mars. Mais c'est principalement les mois de décembre, janvier, février. Et on va passer plusieurs fois dans la truffière avec un chien, parce qu'aujourd'hui, la réalité de la truffe, c'est le ramassage, le cavage avec des chiens. Mais ça, c'est dingue. Enfin, je préparais le sujet, je croyais que j'avais vu aussi que c'était avec des cochons à l'époque, qu'il y avait une mouche aussi, mais qu'aujourd'hui, ça se faisait toujours avec les chiens. Ça fait hyper artisanal, quoi. Ça fait vraiment à l'ancienne. C'est à la fois artisanal et extrêmement moderne. Hein. Quand on recherche des hommes après des tremblements de terre ou après des avalanches, quel est le meilleur outil ? C'est le chien. Alors, quand je dis outil, attention, hein, les animaux ne sont pas des outils, mais ce que je veux bien vous dire, c'est que ça reste le meilleur instrument pour trouver les truffes, c'est vraiment le chien. Mais du coup, c'est des chiens qui sont élevés pour ça ? Alors, en fait, les chiens, ils sont élevés, c'est des animaux qui vivent avec leur maître. Alors, ils ont des spécificités. Il y en a qui chassent, il y en a qui gardent. Donc, on peut utiliser beaucoup de types de chiens, mais il faut qu'ils aient du nez. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une relation entre le maître et le chien. Donc, on peut tout à fait travailler avec des chiens qui sont spécialisés le même type de chiens qui sont spécialisés dans le search and rescue pour retrouver des gens après des avalanches. On peut utiliser des chiens de chasse, mais il faut les concentrer à la truffe. Et après, il y a des chiens qui sont un peu plus spécialisés dans la truffe, qu'on appelle les Lagotto Romagnolo. C'est des anciens chiens de chasse qui sont assez spécialisés dans la truffe. Mais moi, j'ai vu des petits cockers qui sont très très bons, les cockers, jusque des très gros chiens chercher des truffes. Le cochon et la truffe et la mouche existaient autrefois, mais le cochon, c'est très dur d'en avoir un chez soi, hein, c'est assez compliqué. Oui, puis j'ai vu qu'une fois qu'il trouvait la truffe, il avait envie de la manger, donc il a envie de la manger. Il peut coûter cher. Il a envie de la manger parce que l'odeur de la truffe ressemble aux hormones sexuelles des cochons, donc il a envie de la manger. Cependant, c'est un animal qu'on peut dresser très facilement. Hein. C'est un animal extrêmement intelligent, même un petit peu plus que les chiens, semble-t-il. Je ne veux pas vexer personne, hein, que les chiens ne m'écoutent pas. Et du coup, ça veut dire quoi ? Que mi-novembre, le trufficulteur, il se balade avec son chien dans ses champs de chênes ou de noisetiers, et que c'est le chien qui repère où il y a des truffes, parce qu'il n'y a aucun signe visible extérieur du fait qu'il y a une truffe sous terre. Dans certains sols, on les voit. Ça fait des marques. On appelle ça les truffes de marque, d'ailleurs. Comme elles grossissent, les truffes, elles vont casser le sol et on va les voir. Mais c'est des truffes qui peuvent être abîmées aussi par trop d'eau, par un petit peu de gel, par les insectes. Donc, on est obligé d'avoir un chien. On peut chercher la truffe à la mouche, par contre. Mais les mouches, c'est une mouche très spécifique il faut qu'il n'y ait pas de vent, donc on va ramasser très peu de truffes. Pour ramasser de la truffe, à partir de novembre, en effet, on va passer avec un chien, exactement comme on ferait pour, encore une fois, chercher quelqu'un dans des combres. Et le chien, pour faire plaisir à son maître, il va trouver la truffe. Et elle se situe à combien de profondeur, la truffe ? C'est dans les 20 premiers centimètres du sol. Hein. De façon épisodique, on peut en trouver plus profond, mais c'est très rare, et dans des sols très légers. Mais en général, c'est vraiment dans les 20 premiers centimètres du sol. Ça m'amène à la question de l'auditeur, c'est combien de truffes il y a en moyenne par arbre ? C'est Alix qui demande. C'est assez compliqué de répondre à ça. Je vais vous donner plusieurs chiffres. Grosso modo, par nombre de truffes, c'est très compliqué de dire, mais une bonne truffière, elle va produire à partir de 6 kg à l'hectare. Ça commence à être une truffière qui est intéressante.
Ça peut monter jusqu'à beaucoup plus, aux alentours de 20, 30, voire parfois plus kilos à l'hectare, mais ça peut être aussi beaucoup moins. Aujourd'hui, c'est pour ça que la truffe, quand on plante des arbres truffiers, les gens ont l'impression que c'est un produit de luxe, mais la production de la truffe, c'est pas fait par des gens qui sont dans le luxe, parce qu'il y a une hétérogénéité dans les années de production qui est très forte, dans les quantités. Il y a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas à découvrir dans la truffe, donc c'est assez compliqué de dire on va avoir exactement tel rendement. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, 95 à 99% des truffes que vous consommez proviennent de truffières qui ont été plantées. Oui, parce qu'un arbre, à partir de combien de temps il commence à produire avoir de la truffe? C'est pas lui qui produit les truffes, mais avoir de la truffe à ses racines. Et à quel moment il atteint son plein potentiel? Alors, grosso modo, la moyenne de départ de production, il y a une trentaine d'années, c'était autour de 10 ans. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 6-7 ans pour les premières truffes. Et le potentiel, il est atteint entre la 10e et la 12e année. Ah ouais, donc c'est quand même, faut être patient. Oui, oui. Mais la nature, parfois, il faut être patient. Et c'est peut-être une vertu qui est de plus en plus rare, mais qu'il faut retrouver, c'est la patience. Et les agriculteurs, nous, on vit en saison. Sur la truffe, il n'y a qu'une saison par an. Donc même si AgriTruffe a plus de 50 ans, ça fait que 50 fois qu'on a planté des arbres truffiers. Quand on fait des programmes informatiques, on peut aller beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, on a besoin des gens qui font des programmes informatiques pour comprendre comment la truffe vit. Et on a besoin d'exploiter des données. Donc voilà, moi je mets personne en compétition, mais on a besoin les uns des autres. Mais la patience est fondamentale et le temps est fondamental en agriculture. Justement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mystères et d'inconnus sur la truffe, qui fait notamment, vous allez nous dire, mais qu'il y a cette instabilité de production dont vous nous parliez d'une année sur l'autre. Vous, votre rôle à AgriTruffe, finalement, c'est de réussir à apporter un maximum de garanties sur la production aux agriculteurs pour en fait, leur fournir un arbre qui va produire, qui a toutes les chances de produire de la truffe. Oui, non, alors notre métier, c'est vraiment de vendre des mycorhizes. Quand on trouve des truffes, on trouve des mycorhizes, on trouve des racines d'arbres. Donc nous, notre métier, c'est de vendre des arbres dont il a été contrôlé que les mycorhizes étaient sur l'arbre. C'est une condition nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Donc ça, notre premier métier, c'est de vendre des arbres dont il est certifié que les mycorhizes sont présentes. Donc ça veut dire que l'arbre est marié aux champignons de la truffe. Et ensuite, il y a un deuxième métier qui est faire du conseil à la culture pour essayer d'obtenir la fructification de ce champignon. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a encore énormément de recherches à faire dans ce secteur d'activité. Et du coup, vous avez même, vous m'avez dit, un salarié, un chercheur. Oui, on est une toute petite société, moins de 10 employés. Il y a un de nos employés qui est un chercheur à plein temps. Et c'est fondamental pour nous pour comprendre ce que l'on fait et essayer de se projeter dans le futur et améliorer nos connaissances. Et aujourd'hui, l'INRA, il certifie que les plants que vous produisez sont mycorhizés. Tout à fait. Alors, non seulement ils font ça, mais l'INRAE, c'est pas qu'un organisme de contrôle, c'est d'ailleurs pas un organisme de contrôle, mais ils font de la recherche. Parce que la recherche continue à être très importante pour qu'on comprenne les différents processus d'obtention de cette mycorhisation et d'obtention des fruits. Donc, ils ont un rôle de contrôle et de recherche pour améliorer la productivité à la fois des mycorhizes et des fruits. J'ai vu que cette technique-là qu'aujourd'hui vous mettez en place, elle est relativement moderne et qu'elle a participé à relancer finalement la production de la truffe qui s'était un peu éteinte parce que la France, je crois, était un gros producteur. Enfin, vous pouvez nous raconter tout ça, comment la production de truffe a évolué et pourquoi on en est arrivé à essayer de maximiser finalement les chances d'avoir de la truffe au pied des arbres? Alors, la truffe, c'est un produit qui est très, très lié à l'homme, en fait, par plein d'aspects. Fin du 19e, explosion de la trufficulture. Pourquoi ? Parce que la France, qui était un vignoble, comme je l'ai dit, est devenue une forêt au fur et à mesure. Et donc, il y a eu beaucoup de jeunes forêts à la fin du 19e siècle, début du 20e. Et donc, la trufficulture a explosé en France. On est arrivé autour de 1000 tonnes de truffes, alors qu'aujourd'hui, on est aux alentours de 40 tonnes. Entre ce moment-là, début du 20e, où on est à 1000 tonnes, il y a déjà deux choses qui sont fondamentales, c'est les deux guerres mondiales. Alors, deux moments qui sont d'une violence terrible, et aussi pour les agriculteurs. C'est très connu, les agriculteurs, quand ils partent en septembre 14 à la guerre, ils pensent qu'ils seront de retour pour les moissons. Et en fait, ils reviennent 4 ans plus tard, détruits. Donc à ce moment-là, la trufficulture, elle commence à baisser, parce qu'il ne restait quasiment plus que les femmes. Et alors, elles ont tout à fait les compétences, évidemment, pour s'occuper des truffières, mais elles avaient autre chose à faire. Il fallait produire les armes, il fallait faire manger la France. Donc, elles ont fait ça. Donc, déjà, la trufficulture a un premier petit coup d'arrêt
à la Première Guerre mondiale. Ensuite, Deuxième Guerre mondiale, et on va assister à un phénomène massif qui va être une agriculture de plus en plus intensive, une agriculture où on va demander aux agriculteurs de ne produire que ce qui est important pour manger, et c'est normal parce que les gens ont connu la faim. Mes parents, vos grands-parents sûrement, ont connu les tickets de rationnement. C'est quasiment inimaginable aujourd'hui. La totalité de la France avait faim. Donc on demande aux agriculteurs de produire de quoi manger, et donc la trufficulture, c'est une épice, plutôt ça vient, c'est annexe, du bonheur. Quoi. Ouais. Donc c'est pas ça qu'on demande de produire aux agriculteurs. Et donc la truffe continue à baisser énormément. Et ensuite, elle est quasiment au bord de l'extinction, et donc des chercheurs de l'INRA et des chercheurs italiens, très important l'Italie aussi dans la recherche sur la truffe, et aujourd'hui l'Espagne, cherchent à sauver la trufficulture et en faire une culture réelle avec des outils, alors qu'avant c'était dans le sauvage, on reproduisait juste le sauvage. Oui, et les gens partaient chercher la truffe comme ils partaient aux champignons, en gros, où il y en avait quand même qui étaient spécialisés, des agriculteurs qui étaient spécialisés là-dedans à l'époque. Alors, il y avait des agriculteurs dès la fin du 19e et le début du 20e qui ont cultivé la truffe. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils plantaient juste des glands dans les zones où il y avait des truffes. Mais on retrouve des carnets, je pourrais vous en montrer un, de gens qui allaient tous les jours depuis 1872, pendant la période hivernale, chercher des truffes. Et aujourd'hui, combien il y a d'agriculteurs qui font de la trufficulture à côté et est-ce que c'est un chiffre qui est en augmentation ou finalement ça attire pas tant que ça? Alors, je ne pourrais pas vous donner le nombre exact. Ce qui est sûr, c'est que la proportion a augmenté. Il y a 15 ans, on avait à peu près 5% d'agriculteurs dans nos clients. Et aujourd'hui, on est plutôt passé aux alentours de 15%. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui font ça parce que sur une même propriété, c'est intéressant d'avoir plusieurs types de cultures, surtout des cultures qui ne demandent aucun intrant. Alors, il y a toutes les normes type HVE où c'est bien d'avoir des haies. Et la trufficulture, à mon avis, est d'intérêt écologique. Il faut à tout prix que les arbres truffiers puissent rentrer dans la classification d'intérêt écologique parce que c'est un complément aux haies, aux cultures classiques, à une forêt. Encore une fois, c'est un milieu ouvert. C'est un milieu où on va avoir des animaux qui vont venir. Donc la trufficulture, elle apporte à l'environnement. Vous nous parlez de vos clients. Là, vous nous disiez 20% d'agriculteurs. C'est qui les autres ? C'est les particuliers. Ceux qui ont sauvé vraiment la trufficulture, hein, c'est ces gens qui se sont regroupés. Il y avait quelques agriculteurs, mais peu. C'est des retraités de la SNCF, des médecins, toute la société. Il faut bien voir que même si c'est un produit dit de luxe, et ça appartient au produit de luxe parce que c'est incomparable en termes de qualité organoleptique, la truffe, vraiment comme un grand vin ou un grand cognac. Mais les gens qui produisent la truffe ne sont pas des multimilliardaires. Hein. La plupart des gens qui plantent des truffiers, ils ont moins d'1 hectare, ils font ça alors dans leur grand jardin, parce que c'est pas dans des petits jardins de ville, même si j'ai eu une truffe d'été en plein Bordeaux, quasiment, à Pessac. Voilà, mais c'est un produit qui est produit par des gens qui sont tout à fait classiques. C'est vrai que c'est paradoxal, ceci dit, c'est comme le vin et tout ça, mais où en fait, on va d'une extrême à l'autre, entre le producteur qui est agriculteur et proche de la terre et de son terroir, et les consommateurs qui sont parfois, où on va être dans des restaurants étoilés, où on a un côté un peu clinquant, quoi. Oui, c'est vrai, ça traverse la société. Moi, c'est ce que j'aime d'ailleurs. C'est parce que les gens qui ont les moyens d'avoir des repas à 300 euros, tant mieux, parce que ça fait vivre derrière tous les producteurs qui vendent des produits de passion qui sont très durs et très chers à produire. Donc, on a besoin des gens qui soient riches et puissants, et eux, ils ont besoin des gens qui sont à la base et qui produisent. Et c'est le lien entre ces différentes strates de la société qui est important, et voilà, on y participe un tout petit peu avec la trufficulture, j'espère. Et ça m'amène à la minute économie du podcast. Aujourd'hui, en termes de production, en France, on en est où ? On est entre 30 et 50 tonnes par an, donc ça c'est quand même relativement important. L'Espagne est un petit peu au-dessus en production, mais l'Espagne est un produit qui consomme très peu. Ensuite, nous on a une diversité de truffes, parce qu'on a les 40 tonnes à peu près de truffes noires dites du Périgord, mais on produit aussi beaucoup de truffes de Bourgogne, et cette truffe vient se rajouter. C'est une truffe qui est très intéressante, moins puissante, mais très fine. C'est vraiment une truffe que je conseille aux gens d'aborder. Et alors, combien ça se vend une truffe aujourd'hui ?
ou au kilo, un prix au kilo, vous pouvez nous raconter? Alors, je vais commencer par vous dire que c'est pas cher en fait la truffe. Alors, si je vous dis que ça se vend entre 800 et 1200 euros le kilo, vous allez me dire c'est horriblement cher. Mais regardez le prix du safran. J'arrive avec un billet de 50 euros, je vais être courte pour. Non, pas du tout. Truffe. Quand vous faites une paella, est-ce que vous pensez que c'est un plat de luxe la paella? Non. Et vous utilisez du safran? C'est Et vrai. regardez le prix du safran entre 10 000 et 30 000 euros le kilo. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette truffe. Et très sincèrement, avec 30 à 40 grammes de truffe, vous pouvez vraiment vous faire extrêmement plaisir. Donc avec entre 20 et 40 euros, on peut vraiment se faire plaisir. C'est un produit qui est de saison, la truffe, et c'est un produit qui est très puissant. Donc c'est pas la peine d'en manger à tous les repas de toute l'année. La truffe, c'est vraiment un produit qui a une complexité aromatique qui est incroyable. Et avec peu de truffe, on peut faire des choses excellentes. Qu'est-ce qui fait que c'est si cher? C'est sa rareté versus c'est l'offre versus la demande? Deux choses, c'est très bon, c'est un produit exceptionnel, hein. C'est un produit avec une complexité aromatique qui est incroyable. Moi, je travaillais dans le vin avant. Pour décrire une truffe, c'est comme décrire un grand cru, c'est comme décrire un grand Bourgogne, un grand Châteauneuf ou un grand Bordeaux. C'est très complexe. Et ensuite, c'est parce que c'est rare que c'est compliqué à produire. Et est-ce que le fait de le vendre à ce prix-là, ça permet à des trufficulteurs de vivre que de ça? Il y a très peu de gens qui vivent que de la trufficulture. Il y en a, mais il y en a très peu. C'est plutôt un produit complémentaire. On va demander aux trufficulteurs d'avoir beaucoup de biodiversité dans leur sol. Alors, ce n'est pas une biodiversité visible, parce que c'est une biodiversité dans les sols, mais par exemple, le ver de terre ou les fourmis sont fondamentales pour la truffe. Donc, on va demander aux trufficulteurs d'avoir un sol très vivant. Et donc, la trufficulture est parfaite pour être en complément de cultures qui vont être des cultures comme la vigne, bien sûr, les oliviers, et même des gens qui ont des maïs. Si c'est dans des zones calcaires, ils peuvent avoir 400 hectares de maïs et avoir un petit hectare de truffier où ils ont une biodiversité. Il y aura, on peut trouver des orchidées, il y aura des animaux, il y aura beaucoup de vie dans les sols. Oui, donc ça peut avoir deux intérêts pour un agri. D'une part, un complément économique, bien qu'il soit instable quand même et qu'il faille du temps pour l'obtenir, on l'a vu, et puis aussi d'améliorer l'impact environnemental de son exploitation finalement. On est quasiment dans l'agroécologie, là, dans ce que vous nous décrivez, le fait de planter finalement une jeune forêt et d'attendre que les champignons poussent, Oui. on n'en est pas loin. Et de maintenir cette forêt jeune, c'est de l'agroécologie. Et la trufficulture, il y a deux richesses avec la trufficulture. Il y a la richesse quand vous ramassez beaucoup de truffes, parce que c'est un champignon qui se vend cher en effet, même si encore une fois, pour faire des bons plats à la truffe, on n'en a pas besoin de beaucoup. Mais il y a une valeur aussi qui pour l'instant est non marchande. Quand vous plantez une truffière, vous plantez des arbres qui vont consommer du CO2. Vous allez travailler pour tous les gens qui sont autour de vous. Vous allez travailler pour la planète. Alors ça paraît grandiloquent, mais c'est une réalité. Quand vous plantez des arbres, vous favorisez la consommation du dioxyde de carbone. Et en plus, on veut de la biodiversité dans le sol. Donc, Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, et tous les trufficulteurs, en fait, ils font de la biodiversité, ils font de l'agroécologie sans le savoir. Très bien. Il est où le contrat qu'on signe? Vous nous l'avez bien vendu. Les agriculteurs qui nous écoutent, je suis sûre que ça va leur mettre la puce à l'oreille. Et en tant que particulier, comment on peut acheter de la truffe? Où c'est qu'on en trouve? Et est-ce que, parce que vous l'avez dit, ça peut être un milieu qui peut être un peu secret vu de l'extérieur. Est-ce qu'il y a des moyens de discerner une bonne truffe? Est-ce qu'il y a déjà des bonnes truffes, des moins bonnes truffes? Est-ce qu'il y a des arnaques? Est-ce qu'il y a des choses à éviter? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors je vais essayer de parler que du positif. C'est un milieu complexe, la truffe. Le gros avantage, c'est que ceux qui ont sauvé la trufficulture, c'est les particuliers. Au début des années 70-80, ceux qui ont planté, ce n'étaient pas les agriculteurs en majorité, c'était surtout des particuliers, et c'est eux qui ont sauvé la trufficulture, et ils ont créé des syndicats de trufficulteurs qui organisent des marchés. Alors beaucoup dans le sud-ouest de la France, c'est même des marchés contrôlés où on contrôle la qualité. Parce que la truffe, en effet, il y a des questions de maturité qui sont très importantes, et il faut manger la truffe quand elle est mature. Il ne faut pas qu'elle soit trop mûre non plus, mais il ne faut pas qu'elle soit immature. Donc ce que je conseille, c'est d'aller dans les marchés spécialisés de truffes. Alors, vous en avez en Gironde, vous en avez en Aquitaine beaucoup. Il y en a aussi dans le sud-est de la France. Mais c'est vraiment très important d'aborder la truffe avec un produit qui soit très frais. Il faut une truffe qui soit fraîche et qui soit mature, fondamental. Mais du coup, en tant que particulier, après, on se retrouve à acheter la truffe
telle qu'on la voit là, ronde, noire, c'est ça qu'on achète? Ou est-ce qu'elle est déjà un peu transformée, je sais pas, en poudre par exemple, pour assaisonner Non, il faut vraiment l'acheter fraîche comme ça et il faut commencer par faire quelque chose qui est très simple, c'est un beurre. Vous mettez 5 à 10% de truffe râpée dans du beurre. En fait, la truffe, ça permet aux mauvais cuisiniers comme moi de faire des plats extraordinaires. Parce que faites un beurre truffé ou une crème fraîche truffée, c'est très compliqué. Il suffit de râper une jolie truffe dans la crème ou dans le beurre et d'attendre 4 heures minimum. Au bout de ces 4 heures, vous faites des pâtes de façon normale. Vous rajoutez votre beurre ou votre crème fraîche et vous avez des pâtes qui sont exceptionnelles. Moi, ça m'arrive de dire à mes amis, je fais des pâtes et du jambon. Alors le jambon, je fais venir plutôt du jambon du Pays Basque, des très bons jambons qui sont nourris au gland. Je fais des pâtes aux truffes avec des pâtes fraîches plutôt. Et ça donne des plats d'une qualité exceptionnelle avec une complexité aromatique qui est juste dingue. Moi, j'ai 4 enfants, alors il y en a une qui n'aime pas trop ça, mais les 3 autres, ils en sont dingues et ils m'en redemandent. Et c'est pas que parce que je suis leur papa, c'est parce que la truffe, c'est un produit vraiment extraordinaire et très facile à cuisiner. Du coup, il ne faut pas en acheter trop, bon, au-delà du budget, on ne peut pas se permettre, mais il ne faut quand même pas en acheter trop d'un coup pour garder la fraîcheur, ou est-ce qu'on peut la conserver chez nous après la truffe? Alors, la truffe, c'est un produit qui doit se consommer frais. Ce qu'on peut faire, c'est un beurre ou une crème fraîche qu'on va mettre au congélateur, dans des bacs à glaçons. Par exemple, on fait un beurre truffé et on peut tout à fait congeler son beurre, le garder 6 à 9 mois. Évidemment pas pour le vendre, mais on peut le garder chez soi. Et vous faites des pâtes et vous sortez un petit glaçon de beurre truffé que vous mettez dans les truffes et vous verrez la complexité. Alors, bien sûr, il y a les omelettes aux truffes, mais vraiment, les pâtes aux truffes, ça permet de faire un plat qui est vraiment exceptionnel. Très bien, on arrive à la fin de cette interview. Comment vous voyez l'avenir de la profession aujourd'hui? Combien il y a d'agriculteurs qui cultivent la truffe? Est-ce que vous sentez la production menacée, notamment par la sécheresse? On en a parlé, le manque d'eau. Comment vous voyez les prochaines années? Alors les prochaines années vont être complexes, c'est une évidence parce qu'en agriculture aujourd'hui, c'est très complexe. On assiste à une transformation de l'agriculture qui est colossale, que ce soit l'agriculture plus plaisir comme le vin, les alcools ou la truffe, ou une agriculture pour nourrir. Pourquoi? Parce que le climat change, les attentes aussi des consommateurs ont changé, donc il faut qu'on révolutionne l'agriculture. Il y a eu une révolution informatique qui est très forte, mais il faut une révolution agricole aujourd'hui. Mais cette révolution agricole, moi je tiens à le dire, elle ne pourrait être faite que par les agriculteurs. Donc les agriculteurs sont fondamentaux. Je le disais tout à l'heure, dans la notion de terroir, il y a l'homme. On ne peut pas ne faire que reprocher aux agriculteurs d'être des agriculteurs. Il faut leur donner les moyens de cette révolution. Donc c'est compliqué parce que le climat change. Il est très erratique, le climat. C'est compliqué parce qu'encore une fois, on nous demande de produire beaucoup en ayant très peu de moyens à notre disposition en termes de produits. Donc il va falloir qu'on diversifie plus. Il va falloir qu'on fasse de la recherche et qu'on ait des moyens. Donc il faut donner des moyens aux agriculteurs pour évoluer. Très bien. Eh bien, je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend fier à vous de vous investir depuis maintenant 2008, je ne sais pas si on l'a dit, mais depuis un petit moment dans le développement de la trufficulture? Alors de façon très modeste, c'est de participer à l'évolution des techniques culturelles de la truffe. Puis après, c'est de planter des arbres. C'est vrai que quand mes enfants viennent et quand ils étaient petits, ils disaient papa, son métier, c'est de planter des arbres. Et c'est un beau métier de planter des arbres. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous auriez un truc pour nous, pour qu'on étale notre science au prochain repas entre amis quand il y aura un plat truffé sur la table? Oui. Alors les champignons, en fait, le plus grand être au monde, c'est pas la baleine bleue. Ça, c'est le mammifère le plus grand, le plus imposant. Mais le plus grand être au monde, c'est un champignon qu'on trouve, je crois qu'il est entre les États-Unis et le Canada, sur plus de 1000 km². Quand on fait des prélèvements ADN, on retrouve le même être. Ah ouais. Ça, c'est parce que les champignons, ils peuvent croître en mettant une cellule après l'autre. Ouais, et sur des centaines d'années, on peut avoir des êtres immenses. Et en fait, les champignons, c'est un monde un peu souterrain, souvent, très méconnu, mais qui est fondamental pour demain. Très bien. La baleine bleue n'a qu'à bien se tenir, alors. Et dernière question, où c'est qu'on peut suivre l'actualité de AgriTruffe? Si on veut, en tant que particulier, commander un plan truffier, où c'est qu'on se rend? Comment ça se passe pour vous contacter? Le plus simple, c'est le site AgriTruffe. Donc, vous tapez agritruffe.eu. C'est vraiment le plus simple. Il y aura des liens aussi. On a des petites vidéos qui présentent à la fois les gens importants dans le monde de la truffe, les trufficulteurs et les techniques culturales. Et ensuite, vous pouvez directement aussi venir à la société qui est près de Bordeaux, près de Langon.
Super. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps et toutes vos explications. C'était vraiment, j'ai trouvé ça passionnant. Donc, merci pour tout. Et comme ça, s'il y en a qui en ont à table à Noël, ils sauront tout sur ce produit. Donc, bon appétit à tout le monde et merci d'être un média pour les agriculteurs. À bientôt. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.